Les Égyptiens s'appelaient les Kémites et l'Égypte s'appelait Kémet, le pays du noir. Non, ce n'est pas la couleur noire du limon, du Nil qui est évoquée, comme certains archéologues le prétendent, mais bien la couleur de la peau de la population qui vivait là. Quand on parle du pays des Blancs, on ne fait pas allusion à la couleur de la neige des Alpes. Finissons avec le rumeur, si Howard Carter a falsifié le masque d'or de Toutankhamon et reproduit des faux reliques. Observez le masque de Toutankhamon et le visage de cette Africaine. Je vois mal Carter, l'Européen, réaliser ce masque typé africain. Il est midi, la température est au taquet, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 45-46 degrés. Il n'y a absolument pas d'ombre, vu que c'est une carrière et qu'il n'y a aucun bâtiment et qu'on ne peut absolument pas s'abriter. Autant vous dire que je ne veux pas rester ici 3h30. Bon, donc là il commence à faire un peu chaud. On se trouve derrière la pyramide de Mykérinos. Je commence à comprendre pourquoi Femi n'est pas venu. En Égypte, pendant les mois d'été, période pendant laquelle les pyramides étaient construites, les températures atteignaient 45 degrés et plus. Sous ce soleil écrasant, aucune autre race humaine ne pouvait survivre torse nu plus de 4 jours sans subir des brûlures graves de la peau. La seule race capable de résister pendant des jours et des mois, sans problème et sans crème solaire, c'est la race nègre à la peau noire. Hérodote dit que les Colches étaient une colonie des Égyptiens parce qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Livre 2 Euterpe. Les Colches étaient une colonie africaine qui a migré pour s'installer vers la mer Noire. Aristote parlera aussi des Égyptiens en les décrivant comme excessivement noirs. Ceux qui sont excessivement noirs sont Kouars. Ce sont les Égyptiens et les Éthiopiens. Les Grecs utilisaient 4 mots pour dire noir: sombre, brun ou ténébreux. Kéleinos, Eremnos, Aiton et Mélas. Mélas est le noir physique le plus total. C'est la racine de ce mot qui forme le mot mélanine. Mélas, mélanine. La mélanine est le pigment qui colore la peau en noir pour le protéger du soleil. Aristote dira précisément agon mélanès pour désigner les Égyptiens et les Éthiopiens, ce qui veut dire excessivement noir en grec. Zézosis III, dite Sénoucerte en égyptien, détient le record pour le nombre de sculptures à son effigie. Des dizaines. Presque toutes ces sculptures ont le nez cassé. Mais quelques-uns ont échappé à l'inquisition raciale. À quoi ressemble la tête du sphinx? Avec un logiciel de reconstitution de visage 3D, voici le visage du sphinx reconstitué correctement pour la première fois. Sans commentaire. Puisqu'ils étaient noirs, il est logique de faire une sculpture à leur image. Comme un peintre qui peint son dieu à son image, les Égyptiens ont fait le sphinx à leur image. On imagine mal des Égyptiens blancs réaliser une sculpture de leur dieu ou de leur roi avec un profil nègre. Vous avez entendu le mot nègre. Il est injuste de vous montrer une recette sans vous présenter les véritables cuisiniers de ces monuments. Regardez toutes ces sculptures. Vous remarquerez une chose, elles ont toutes les nez cassés. Si on observe les statues et les fresques, la ressemblance est frappante. Le nez, les grosses lèvres. En effet, beaucoup de statues ont le nez cassé parce qu'ils avaient, comme on dit, un nez de nègre. Les Égyptiens ont mémorisé et imprimé leur négritude dans le granit et dans le quartz pour l'éternité. Ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille. Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant.
Il mesure 1 centimètre. Ils vont nommer cette petite unité doigt royal. 10 gouttes d'eau, soit 10 doigts royaux, égale une main royale. 100 gouttes d'eau, donc 100 doigts royaux, ou 10 mains royales, égale une jambe royale. Des siècles plus tard, on sortira ces découvertes des coffres secrets et on les renommera différemment. Le doigt royal sera appelé le centimètre, la main royale le décimètre et la jambe royale le mètre. On les présentera comme des découvertes récentes et on se les appropriera made in France. Le diamètre de la goutte d'eau douce mesure ce qu'on appelle aujourd'hui 1 centimètre. L'eau est une constante universelle. La taille de la goutte d'eau douce ne changera jamais pendant des milliers et des millions d'années. Oui, l'unité universelle, le mètre, n'a pas été inventée en 1780, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. Le mètre est une unité universelle parce qu'elle est mesurée sur l'eau. L'eau est la seule matière qui soit stable. Tous les autres matériaux ou objets sont difficiles à mesurer ou alors ils varient dans le temps. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Sur le mètre, cette unité immuable, ont été définies les 6 unités fondamentales de la physique et de la chimie d'aujourd'hui. L'ampère, le Celsius, la mole, la candela, la seconde et le kilogramme. Donc, tout. Avec le mètre, ils vont tout mesurer et tout noter. Ils prennent un disque de diamètre d'une jambe royale et l'entourent d'un fil. Ils déroulent le fil et le mesurent. Le périmètre du disque fait 3 jambes royales et 14 doigts royaux, soit 314 doigts royaux. Un disque de diamètre 10 déroulé correspond à 31 unités et à 4 sous-unités. Un disque de diamètre 1 correspond à 3 unités et à 14 sous-unités. Un chiffre ressort à chaque fois. 314, 31,4, 3,14. Ils pensent que ce chiffre est important. Ce chiffre, c'est le pi, 3,14. Les Égyptiens connaissaient avec précision le pi bien avant Archimède. De cette expérience, ils vont aussi déduire le système décimal. Ils découpent le disque en 6, le mesurent sur la jambe royale, le mètre. Ils obtiennent le chiffre 52 cm et 36 sous-unités, millimètres. Ils le notent et pensent que ceci est important. Au fil de leurs observations, ils constatent que le volume d'une sphère représente 52,36% du volume d'un cube. À chaque fois que le volume du cube et de la sphère augmente proportionnellement, ce chiffre ne varie pas. Ils viennent de découvrir l'une des constantes universelles les plus importantes gardées secrètes, le 52,36. Par 2 fois, dans les volumes et dans les formes, ce chiffre est partout. Ils ont conclu que ce chiffre est sacré. Les Égyptiens avaient découvert le chiffre 52,36, qui est une constante universelle comme le pi et le phi. Le 52,36 est une constante universelle importante, plus que le pi et le nombre d'or, puisqu'elle relie l'espace en 2D avec celui de la 3D. Maintenant, comment utiliser ce chiffre unique? Ils posèrent un bâton sur la jambe royale, le mètre, qui est divisé en 100 unités. Ils coupèrent le bâton pour qu'il fasse 52 doigts royaux et 36 sous-unités. La coudée royale était née. La coudée royale vaut 52,36 gouttes d'eau, c'est-à-dire 52,36 cm. À partir de ce moment-là, toute l'Égypte aura pour étalon une constante universelle, la constante royale. La coudée royale égyptienne, telle qu'elle est présentée dans les musées, 28 doigts ou 7 paumes, est incompréhensible. Elle est déguisée de façon à ce que le peuple ne comprenne pas l'origine de cette coudée. Peu importe qui a déguisé la coudée, mais quand on la pose sur un mètre,
elle affiche 52 cm et 36 mm. Elle devient une constante universelle, elle prend tout son sens. Ils inventent une autre mesure, la moitié du mètre moins 5 mm, appelée la coudée royale babylonienne. Ils utiliseront ces deux étalons, et le mètre restera caché. C'est pour cette raison que l'on retrouve partout le mètre dans la grande pyramide, puisque la coudée royale est graduée sur le mètre. Toute autre unité, le yard, le pouce, le mille marin, le pica, le pied, sont tous étalonnés arbitrairement ou gradués sur le mètre. Il n'y a rien d'universel ou d'invariable dans la nature qui mesure un pouce, un yard ou un mille. Empiriquement, les Égyptiens vont aussi découvrir le nombre d'or. Ils raisonnent ainsi. Puisque les dieux ont utilisé ces chiffres sacrés partout dans la nature, pour que nous restions nous-mêmes reliés à la nature, nous devons les intégrer dans nos constructions et faire comme les dieux. Un raisonnement simple, mais de génie. Des principes sacrés. Les Égyptiens intégreront partout les constantes universelles. Pi, le nombre d'or, la constante royale, toute la panoplie de la géométrie sacrée avec le mètre. Les Égyptiens connaissaient la suite de Fibonacci en nombre d'or des milliers d'années avant lui et l'ont appelée la suite d'addition. Le temple de Képhren, le temple d'Edfou, le palace d'Akhénaton sont construits avec le rectangle d'or. Voici la vérité, bien loin de l'image des Égyptiens primitifs qui tapaient des cailloux l'un contre l'autre et qui tiraient des pierres tout au long de la journée. Parvenus à ce stade, les Égyptiens pensèrent qu'ils pouvaient aussi utiliser l'eau comme étalon de poids. Ils posèrent un récipient de 10 doigts royaux rempli d'eau, puis lui assignèrent un poids sur la balance. Vous savez combien ça fait? On l'appelle aujourd'hui 1 kilogramme. Ils pouvaient maintenant peser et mesurer sans problème. Une goutte d'eau mesure 1 cm et un cube de 10 cm pèse 1 kg. Ces mesures-là ne bougeront pas pendant des millions d'années. Et oui, l'étalon du poids vient aussi des Égyptiens. Les unités impériales et américaines de poids, comme la livre, l'once et la tonne longue, les unités de volume comme le gallon ou la pinte sont arbitraires. La seule mesure universelle et immuable est le kilogramme, qui découle lui-même du mètre. Le centimètre indexé au diamètre de la goutte d'eau est une mesure universelle et invariable pour des millions d'années. Les Égyptiens utiliseront tout au long de leur histoire les deux unités à la fois, la coudée et le mètre. Peu importe qui a caché ces étalons au fil des siècles, les Égyptiens, les Grecs, les Romains ou les Français. Une chose est sûre, depuis qu'ils ont été découverts par les Égyptiens, ils ont été transmis discrètement et ils ont été bien préservés. La chambre du roi, elle, sera construite avec la dimension de 10 coudées par 20 et 11,18 coudées de hauteur. Certains peuvent supposer que les Égyptiens, simples d'esprit, se sont dit « Faisons la chambre du roi en 2 cubes simples côte à côte et c'est réglé. Rien d'exceptionnel. » Vraiment? En effet, c'est ce petit 11,18 coudées qui nous fait encore une fois découvrir d'une manière spectaculaire le niveau scientifique atteint par les Égyptiens. Les 4 constantes universelles, pi, le nombre d'or, le nombre royal et le mètre, vont être fusionnés de la manière la plus parfaite et incroyable qu'il soit. Si on relie par des traits les coins de la chambre, on découvre que le périmètre de la chambre fait 31,416 mètres, soit pi en dixième de mètre. La somme des 3 côtés de ce triangle est égale à 52,36 coudées, la constante royale. Ce triangle est le triangle sacré d'Isis, 3, 4, 5. Et maintenant,
Oubliez les unités de mesure, le mètre, la coudée, le pouce, le yard, le mille, etc. L'idée des Égyptiens est d'exprimer le chiffre 100 et de construire la chambre avec 100 pierres. Ils vont choisir 7 numéros pour que la totalité fasse 100. Ils calculent leur racine carrée. Ensuite, le nombre d'or, phi, au carré, multiplié par la racine carrée de 4, 5, 9, 16, 20, 21, 25. Pour nous montrer 4500 ans plus tard que ces équations sont correctes, avec les résultats de ces équations, ils vont construire la chambre en mètres. Ceci démontre que la chambre du roi est construite directement avec l'étalon sacré, l'universel, le centimètre. Voilà le niveau scientifique des Égyptiens. Voici quel est notre savoir, nous disent-ils. Ils n'ont pas gravé les équations en hiéroglyphes, mais ils ont utilisé les mathématiques pour exprimer leurs connaissances. Ici, tout est réalisé en granit inaltérable pour que ce message ne bouge pas d'un millimètre dans le temps. Ce message, cette prouesse scientifique, enveloppera l'âme du dirigeant de cette grande civilisation, nommée Khéops. Les Égyptiens avaient compris l'essentiel, que Dieu ou l'architecte de l'univers a construit la nature et toutes ses composantes à l'aide d'une matrice qui s'appelle les mathématiques. Ils se sont ensuite appliqués à leur tour comme des dieux. Ils ont intégré les mathématiques partout, ce qui les a profondément connectés à la nature. Cette façon de construire, basée sur les constantes universelles, sera répandue partout sur Terre au fil des millénaires. Les cathédrales, les églises et diverses constructions seront réalisées avec la coudée, le mètre, pi et phi, qu'on nommera mystiquement la géométrie sacrée. C'est pour cette raison que lorsqu'on entre dans une cathédrale, on se sent bien et immédiatement apaisé. Nulle part dans le monde n'existe un monument ou un objet tel que la pyramide de Khéops. Dans son livre de 311 pages, La chambre de Khéops, l'auteur exprime son admiration en seulement 4 phrases. Il serait vain d'y chercher des traces d'improvisation, de modification ou d'imperfection. Du sol au plafond, tout est parfaitement réalisé, dit Gilles Dormion. Que doit-on faire? Les détruire pour effacer cette époque de l'humanité? Les cacher? Parler? Ne pas parler? Posez-vous ces questions. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlante, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Un mythe disparaît,
et plus précisément celui d'une civilisation inconnue. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Sans l'énergie solaire, il n'y aurait pas eu de pyramide. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. Un mythe est né, celui de la pierre taillée. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre taillée. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. Avant les sculptures de Michel-Ange, il y avait la perfection égyptienne. Vous avez dit le sourire mystérieux de la Joconde? Regardez plutôt le sourire énigmatique de Ramsès II. Vous cherchez les Atlantes? Les voici. Ils sont en Égypte. Avec les tandems chimie et physique, maths et géométrie, l'Égypte nègre a permis de bâtir des temples, des rues, des maisons, des stades, bref, de quoi construire l'humanité. Ils ont posé les piliers de la science, le premier alphabet et son art, la philosophie, la médecine, les religions. Ils sont à l'origine des cultures du monde. Ils ont créé les cultures du monde. C'est cela le plus grand mystère de l'humanité. Je fais de la peinture artistique et je n'ai jamais eu de préférence pour telle ou telle couleur. Un peintre aime toutes ces couleurs. Mais on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, rendons aux Égyptiens ce qui appartient aux Égyptiens. Les Égyptiens des pyramides, pendant des millénaires, étaient des nègres, ni mat, ni métis, mais noirs de charbon.